Radio J. 15h-16h, Cyrielle Sarah Cohen, du lundi au jeudi. Et bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur Radio J. Je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour une heure d'émission ensemble avec mon invité aujourd'hui, acteur français. Vous avez pu l'apercevoir au théâtre, dans une vingtaine de longs métrages au cinéma ou encore à la télévision dans une trentaine de séries ou téléfilms. Aujourd'hui, Stéphane Deback vient nous parler de son rôle principal dans la série Extra, diffusée ce soir à 20h50 sur Ciné+ OCS. Une série extra-professionnelle, extra-conjugale, extraordinaire à décortiquer ensemble. L'occasion, comme toujours, de découvrir notre invité en direct sur Radio J. 15h-16h, Cyrielle Sarah Cohen. Radio J. Bonjour Stéphane Deback. Bonjour Cyrielle, merci de me recevoir. Merci à vous d'être là, merci de venir nous voir pour découvrir votre actualité. Mais vous connaissez notre émission, alors j'ai le sentiment d'être un petit peu anticipée. Parce que vous savez que je vais vous demander quels sont les 3 mots pour vous décrire et vous avez eu le temps d'y réfléchir. Oui, alors oui, pour autant, j'ai pas trouvé. C'est tout le paradoxe du truc, c'est que si vous voulez, je trouve ça toujours difficile de se résumer en 3 mots parce qu'on est tenté de se flatter, et évidemment, de se présenter du meilleur côté de la médaille. Alors, j'ai choisi de vous donner quelques défauts, c'est que ça participe à nous définir aussi. Alors, je crois que je suis pessimiste, même si je suis heureux, mais je suis un pessimiste heureux, lucide, assez cynique, direct, voilà. Ça fait Comme plus ça. de 3 mots, ça. Oui, faites votre Mais choix. ça passe très bien, on fera notre choix, on va voir si ça colle avec votre personnalité, en tout cas qui semble très solaire, voilà, tout au long de cette émission. Et alors le début, toujours le début. Stéphane Deback, vous êtes né un 23 octobre dans les années 70 à Lyon, vous êtes donc un petit Lyonnais. Quel genre d'enfance vous avez eu et dans quel cadre vous avez grandi ? J'ai eu une enfance, alors on peut dire la date, ça ne me gêne pas, 1973. J'ai eu une enfance très heureuse. Vraiment extrêmement heureuse. J'ai grandi dans un décorum de classe tout à fait moyenne, c'est-à-dire ceux qui galèrent le plus, paradoxalement, c'est-à-dire évidemment pas les riches, mais ni les très pauvres, c'est-à-dire cette classe qu'on n'aide pas trop et qui doit s'en sortir quand même. Et je suis issu d'une famille monoparentale, comme on dit. À l'époque, j'ai grandi seul avec ma mère, une maman célibataire. Et à l'époque, on appelait ces jeunes femmes, parce que ma mère était assez jeune, des filles-mères. Et ça m'a beaucoup marqué. Donc, pour autant, voilà, j'ai passé toute ma mère m'a éduqué et j'ai eu beaucoup, beaucoup de chance parce que c'est une femme tout à fait admirable, qui a un tempérament... c'est une espèce de Maria Pacôme dans l'énergie. Je ne sais pas si ça a fait sens pour vous, mais voilà, avec laquelle j'ai énormément ri et elle a toujours su dédramatiser ce qu'il pouvait y avoir de plus compliqué dans notre vie à deux. Et voilà, ça, je lui dois énormément, pour pas dire à peu près tout. Tout. Voilà. Il y a des origines du côté de votre maman particulières qui font qu'elle avait ce caractère. Alors. Ma mère est française d'origine kabyle et mon père est français d'origine suisse-allemande. Voilà, donc c'est un mélange. Donc vous connaissez votre papa ? Non. Vous le savez seulement. Je le connais, je ne suis pas né de père inconnu. Ils se sont séparés, j'étais très très jeune. Voilà, je l'ai retrouvé beaucoup plus tard. Enfin, retrouvé. Il m'a retrouvé, on va dire, beaucoup plus tard. J'avais peut-être une trentaine d'années, ce qui est tard pour faire connaissance avec un père, entre guillemets. Et voilà, et non, je suis pas fasciné. Voilà. Donc j'ai grandi, si vous voulez, sans image paternelle. Pour autant, ça n'a pas été un souci. Est-ce que c'est ce qui fait que ça donne envie de jouer un rôle, de devenir comédien ? Est-ce que ce goût de la comédie, qui arrive quand même très tôt, vient d'une envie de nourrir plusieurs casquettes ? Oui, ça y participe forcément. C'est-à-dire c'est toujours lié à toute une somme de circonstances qui viennent de l'enfance, ces métiers-là. En tout cas, pour ma part, parce que j'assimile ça plutôt à une espèce de vocation. C'est un peu pareil, c'est-à-dire que vous avez le choix de l'assumer ou pas, mais vous ne choisissez pas réellement, finalement. C'est la vocation qui vous choisit. Ouais, ça paraît hyper prétentieux, c'est un peu pompeux, résumé comme ça. Mais oui, c'est un peu ça, parce que finalement, vers 9-10 ans, je suis bon élève, mais je suis pas non plus le premier de la classe. Et puis tout à coup, je me retrouve dans un cours d'art dramatique improvisé par une parent d'élève. Et à cet endroit-là, en jouant, eh bien, je deviens le premier.
de la classe, entre guillemets. C'est-à-dire qu'à cet endroit-là, à ce moment-là, tout le monde fait « Ah, mais il est génial !» pour un petit garçon qu'on ne remarquait pas nécessairement, qui était assez discret tout en essayant de cultiver un certain sens de la répartie pour s'en sortir, et c'est à peu près tout. Donc là, voilà, ça s'est imposé à moi, et puis je me suis senti très heureux. Et effectivement, mon éducation artistique m'a plutôt amené à faire exister des personnages, des gens que je ne suis pas. Et j'ai jamais été très à l'aise dans l'idée de me jouer moi-même ou d'être utilisé pour l'homme que je suis. Et on voit, parce qu'on va le décliner, on va voir votre carrière tout du long. Il y a des rôles qui sont extrêmement divers, dont un qui, m'a marqué, on va y venir dans un instant. Mais dès l'âge de 16 ans, vous allez vraiment apprendre le métier d'acteur. Il y a un premier rôle au théâtre, un professeur d'art dramatique notamment, qui vous intègre à 18 ans dans une compagnie, je crois savoir, pour un spectacle qui s'appelle Caravansérail. Oui, alors, oui. En fait, comme je voulais vraiment jouer, et porté par l'énergie de ma mère qui m'a toujours dit, écoute, suis ta passion et tes désirs, reste à l'école, travaille bien, avançons, mais quand même, voilà, il n'y a pas de... je n'ai jamais eu aucun... Ça n'a jamais été un sujet. Et bref, et ce professeur m'a engagé dans sa compagnie professionnelle pour jouer une espèce de Méphistophélès à l'époque. Et avant cela, j'avais fait du théâtre de rue, bien qu'ayant une formation classique. On vous apprend à jouer à un point sur la hanche, un pied au partenaire, etc. Jusqu'à décortiquer et désassembler tout ça en fréquentant d'autres professeurs plus tard, à Paris, comme Andreas Voutsinas, et en abordant des textes anglais de David Mamet, des choses comme ça. C'était... moi, je crois beaucoup à l'éducation artistique pas que pour les acteurs, d'ailleurs, pour les artistes. C'est comment on se forme, par quoi on passe, qui on rencontre, de quoi on se nourrit. C'est ce qui vous fait être plus tard tel ou tel type d'acteur. Stéphane Debac, vous allez, comme tout à chacun, tout acteur, j'ai envie de dire, monter à Paris. On dit ça, vous avez une vingtaine d'années. Vous passez, vous allez faire les cours Simon, vous allez faire beaucoup de cours d'art dramatique. Mais il y a quelque chose qui me marque, c'est que vous arrivez à Paris avec un livre en poche qui s'intitule « Comédien, du rêve à la réalité ». Vous poursuivez ce rêve peut-être aujourd'hui. Quel recul vous avez sur ça quand vous êtes tout jeune avec un livre en poche qui a ce titre-là? Et est-ce que vous pensez que c'est un métier qui passe du rêve à la réalité dans votre cas? Ça peut passer du rêve au cauchemar. Dans certains cas, c'est la question. Et pas toujours pour ceux ou celles qu'on croit. Mais non, ça c'est vraiment ce livre, c'était un cadeau d'une jeune femme suisse qui s'appelle, je vais pas dire qui s'appelle Angélique, mais que je n'ai jamais revue. Elle m'a offert ce livre pour mes 15 ans parce qu'elle en avait vu la publicité sur Canal dans une émission. Et elle s'est dit, tiens, ce gamin qui veut être acteur, c'est chouette. Et donc, j'ai reçu ce livre en cadeau. C'était une jeune femme qui était soignée à l'hôpital. Ma mère l'accompagnait beaucoup. Elle a été brûlée, etc. Peu importe. Et donc, ma mère l'avait pris un peu sous son aile. Elle venait régulièrement à la maison. Elle m'a fait ce cadeau. Je ne l'ai jamais revu, mais ça a été un peu comme les paroles d'un vieil oncle, puisque ce sont les mots de Serge Rousseau, qui est le cofondateur d'Art Média, etc. Et puis, quelques années plus tard, j'imaginais pas du tout cela possible. Eh bien, j'ai rencontré Serge Rousseau, puisque à une époque, j'ai intégré l'agence Cinéar dans laquelle il exerçait. Donc, et quand je l'ai rencontré, j'ai fait, tu sais, c'est fou ce bouquin, quoi. Il est en 1000 morceaux. Je le lisais tout seul dans ma chambre de bonne à Paris, un peu comme les conseils d'un oncle que je n'avais pas, puisque je ne suis pas un enfant de la balle. Et en plus, c'était des références très années 60, 70, donc bon, qui me parlaient moins, mais c'était assez fascinant. Et il me dit, écoute, c'est formidable, c'est exactement pour cela que j'ai fait ce livre. Alors, je suis très content. Voilà. Sachant que cette Angélique a vu une publicité sur Canal+, et que vous allez démarrer sur Canal+, dans CNET. Oui. Je suis encore en cours quand je passe une espèce d'audition, je ne sais plus comment, je vais faire un casting. Et je suis choisi pour faire des sketchs sur Canal, avec Philippe Spiteri, Aude Thirion, Catherine Benguigui à l'époque. Et je suis le 4e, tout jeune. J'arrive, je suis vraiment tout vert, tout frais. Et j'ai un grand souvenir de ce moment-là, parce que quand je vous parlais, par exemple, d'éducation artistique, eh bien, après avoir été choisi, donc, j'arrive très naïf. Je ne connaissais rien à rien, vraiment, dans ce métier. Et j'arrive
PPM, c'est par mes propres moyens. Aujourd'hui, très vite, on vient vous chercher, on vous ramène, tout ça, bon, est très encadré. Mais là, je suis démerdé à trouver le machin au fin fond de la banlieue pour aller dans ce studio. Et bref, j'arrive à l'heure et je ne sais pas comment ça fonctionne. Le producteur m'accueille, on m'emmène au maquillage. Je suis assis à côté de Philippe Spiteri, qui est un acteur que j'aime beaucoup. Je suis vraiment tout jeune, c'est un de mes premiers tournages, ce truc-là. Et le producteur, réalisateur rentre dans la salle de maquillage et fait « Dis-moi, bon, on fait un essai ce matin. Hein, tu vas jouer 2-3 sketchs, tu les as appris. » Je fais « Oui, je les ai reçus, je les ai appris, etc. » Bon, bah super, voilà, on fait un essai, puis on verra comment ça marche. Je fais « Mais parce que c'est pas filmé. Bah si, on enregistre, après c'est diffusé, ce que tu vas faire. » Incroyable. Et dans ma tête, je me dis « D'accord, donc c'est un essai filmé, d'accord, très bien. » Et j'ose rien dire, mais je comprends déjà un peu l'histoire. Et Philippe Spiteri à côté fait « Attends, viens voir, dis-moi, je suis payé, moi, pour jouer. » Ouais. Donc le gamin là qui vient là, il vient me donner la réplique toute la journée. Ben, moi, je donne pas la réplique à des gens qui travaillent gratuitement, donc il est payé, hein, tu lui fais un petit contrat. Et le mec est revenu avec son contrat d'une page, j'ai signé sans savoir. Et c'est comme ça que j'ai été payé pour ce premier jour. Et il y en a plein qui auraient pu se faire avoir quand on démarre. Oui, après c'était bon, je peux pas lui en vouloir. Il se dit Bien bon, sûr. on va faire un essai. Le gamin, il a peut-être 22 ans, j'en sais rien, 21 ans. Donc bon. Mais voilà, juste pour en revenir à l'éducation artistique, de croiser très tôt la route de personnalités comme Philippe Spiteri, ça impacte et ça participe à l'acteur que vous êtes après. Des gens bien. Oui, bah oui. Tant qu'à faire. Vous allez donc démarrer avec un petit peu d'humour quand même, parce qu'on va voir qu'il y a le petit théâtre de Bouvard qui va être rebaptisé par la suite. Donc il y a un petit peu de ça. Par la suite, il y a le cinéma qui va vous ouvrir les bras dans un premier long métrage sud-coréen qui s'intitule Interview. Et vous allez alterner avec beaucoup de rôles à la télévision. Moi, je me souviens notamment de vous dans le rôle du petit juge Lambert dans l'affaire Villemain, diffusé à l'époque sur France 3, je crois. Et Arte. Et Arte. Ça, quand on a un rôle comme ça, Stéphane Debac, est-ce qu'on se dit que on joue un peu tout, que c'est très important? Qu'est-ce qu'on se dit en tant qu'acteur? Déjà, on essaie de le décrocher. Et à l'époque, c'était pas facile. J'ai fait, je me souviens, beaucoup de lectures, d'essais, etc. Et à cette époque-là, je faisais des petits rôles chez Claude Chabrol, mais vraiment, je devais dire 4 phrases par-ci, par-là. Et c'est un monsieur pour lequel j'ai beaucoup de tendresse et un de mes meilleurs souvenirs. Pour autant, c'était vraiment des petits rôles, mais il était très accueillant, très chaleureux. Et donc, il m'invite le soir à la fête de fin de tournage d'un film dans lequel je disais vraiment 2 phrases. Et j'étais très timide, j'étais là avec une coupe. Je me souviens, c'était sur une péniche, il y avait la tour Eiffel qui scintillait. J'étais tout seul avec ma coupe. Il y avait Isabelle Huppert qui était là, la seule qui a traversé un peu le pont pour venir me voir, discuter avec moi. Voilà, on avait travaillé ensemble, mais vraiment une journée. Moi, j'avais dit 4 phrases. Donc, j'étais là, ouais. Donc, très élégante, elle s'intéresse à moi. Alors, qu'est-ce que tu fais? Comment ça va? Tout ça. Je sais pas. Là, j'en sais rien. Je sais pas trop ce que je vais faire. Et mon portable sonne. Je décroche face à Isabelle Huppert. Je fais oui. Magnifique. Et c'est l'assistante de la directrice de casting qui m'appelle pour me dire bon, bah voilà, on est vendredi, on voulait pas te laisser moisir ce week-end sans savoir. Tu seras le petit juge de cette affaire Villemain. Raoul Peck te choisit pour ce rôle. Et j'ai une réaction bizarre. Je fais d'accord, entendu. Super, merci. Au revoir. Vraiment, le mec, il perd rien. Oui. Pas d'effusion, rien. Et Isabelle Huppert me regarde, me fait ça va. Est-ce que tout va bien? Bah oui, forcément. Je fais ouais, j'ai décroché un rôle, je vais jouer. Elle fait qui est le metteur en scène? Raoul Peck me fait c'est un top metteur en scène. Tu vas jouer quoi? Je fais le petit juge me fait mais c'est un top rôle. Ouais. C'est génial. Et tout à coup, cet endroit où je savais pas trop, qui avait peu de sens pour moi, parce que j'étais dans une fête d'un film de Claude Chabrol dans lequel j'avais dit 2 phrases. Tout à coup, j'avais l'impression que la fête était presque en l'honneur de ce rôle décroché. Quoi. Il était très heureux, ça a changé. Et j'imagine qu'à ce moment-là, on se sent davantage à sa place. Ouais, je me suis jamais senti trop à côté. Ouais. Pour être très honnête, sans je fais pas de fausse humilité, mais c'est-à-dire que je me suis senti toujours au bon endroit. Même en travaillant parfois avec des gens impressionnants, ça m'a jamais...
sais pas comment vous dire, je viens vraiment faire mon métier, je suis là-dedans, donc je suis pas... Mais on le voit, Stéphane Deback, parce que vous allez enchaîner des rôles dans des compositions très différentes. C'est ce qu'on disait tout à l'heure. Alexandre Vincent, le cynique premier adjoint au maire dans la série La Commune sur Canal+, le romantique Jérôme dans la comédie justement Romantique Modern Love de Stéphane Kazandjian, ou encore l'inspecteur des affaires sociales dans Faubourg 36. Ah oui, Et il y en a des rôles. Jeans, qui parle de la guerre d'Algérie. Au total, une vingtaine de rôles au cinéma, dont le dernier dans la peau de Claude Masson, directeur du Bel Azur Club dans Maison de retraite 2 de Claude Zidi. Quel est votre plus beau souvenir de cinéma? S'il n'est pas derrière, j'imagine qu'il est devant. Et quel rôle vous aimeriez interpréter aujourd'hui? Alors, j'ai pas d'objectif particulier, j'ai pas de plan, je suis pas vraiment carriériste, c'est-à-dire que je fais pas des choses pour aller quelque part. Mon désir, c'est continuer à essayer, comment dirais-je, de me servir de mon métier pour visiter l'âme humaine, donc aborder des caractères et des profils très différents, ne pas me jouer moi, essayer de faire exister d'autres mecs que moi. Et après, il y a des rôles emblématiques qui me passionneraient, comme, je ne sais pas, peut-être Lucifer. Voilà. C'est déjà pris, Lucifer. Ouais, mais je sais, la série est cool. Mais non, mais des rôles comme ça, un peu barjo, ouais, j'aime bien. Vous venez de dire Barjo. Eh bien, écoutez, vous me donnez la transition parce qu'il y a une série qui est complètement Barjo, on peut se le dire, celle dans laquelle vous jouez. Vous avez obtenu le rôle principal dans la série extra de Jonathan. Alors, c'est une série chorale. C'est vrai, une série chorale. Pour le coup, il y a une chorale, donc c'est très juste. Ouais. Voilà, de Jonathan Hazan et Mathieu Bernard. C'est diffusé ce soir à 20h50 sur OCS. C'est une série qu'on peut considérer comme décalée, qui met en exergue la sexualité des personnes en situation de handicap, mais avec beaucoup d'humour quand même. Ah oui. Oui, mais c'était indispensable. Enfin, indispensable. C'est-à-dire que c'est plus facile de parler de ce genre de sujet et plus difficile, paradoxalement, de l'aborder avec une forme d'humour, de recul, que ça n'en soit pas tout à fait le sujet principal, parce que le vrai sujet, finalement, c'est l'épanouissement intime du personnage de Catherine, jouée par Anne Giroir. Qu'on a pu voir dans Kaamelott notamment, qui est exceptionnelle dans cette série-là. Qui est une actrice fantastique, en tout cas qui a mis une dévotion dans ce personnage, dans ce rôle incroyable. Il y a Nicolas Lombreras, il y a Riyad Ghami, Alexis Victor, il y a plein d'acteurs super. Et c'est elle qu'on suit. C'est elle qui va faire imploser sa famille. Et moi avec, parce que je suis une espèce de mari un peu autruche, la tête dans le sable, qui se concentre sur des problématiques toutes professionnelles, d'ambition personnelle, pour appartenir à une espèce de microcosme de notables locaux, dans des clubs à la con. Voilà, bon bref, tout ça est... Voilà. C'est un rôle qui m'a beaucoup fait rire, parce que vous êtes, on va le dire franchement, Stéphane Deback, vous êtes infect dans ce rôle-là. Oui, c'est exact. Vous êtes très, très dur. C'est vraiment le mari qu'on n'a pas envie d'avoir. Ah ouais. On va quand même raconter l'histoire pour nos auditeurs. On se trouve à Vienne, on est en Isère. Il y a Catherine Blondin, qui est donc jouée par Anne Giroir, qui est une mère de famille dévouée, chef de chœur d'Extra, une chorale inclusive qui mène une vie clairement sans histoire. Elle a une existence qui va basculer lorsqu'elle surprend une de ses choristes en fauteuil à avoir une relation intime avec un homme déguisé en Père Noël. C'est une vision qui va la hanter, la fasciner. Je ne mettrai pas la bande-annonce pour nos auditeurs, je tiens à vous le dire. J'ai hésité, mais je ne le ferai pas. D'accord, ok. Elle va alors clairement remettre sa vie et son propre plaisir en question pour finalement devenir utile. C'est ça. Elle passe d'abord par une tentative personnelle, puisque la scène érotique, charnelle, ce que vous voudrez, dont elle est témoin, elle l'inspire, et elle rentre chez elle en se disant moi aussi, je peux peut-être essayer de relancer un peu mon intimité avec mon mari. Bon, c'est un échec. Donc, très vite, quand même, ça commence un petit peu à... La graine est plantée, si j'ose dire. Et donc, elle commence à entamer un chemin en se disant mais peut-être que je peux allier mon épanouissement personnel et celui des autres, en l'occurrence de personnes handicapées. Je dis handicapées d'ailleurs, pardon, parce que je sais qu'il est de mon ton de dire personnes en situation de handicap, mais je ne sais pas pourquoi, ça me gêne un peu, parce qu'on a le sentiment que c'est provisoire. Et en réalité, dans cette série-là, il ne s'agit pas d'accidentés qui passent 6 mois en fauteuil, c'est vraiment des gens qui sont figés dans une situation
voilà, qui ne leur permet pas de vivre tout à fait comme tout le monde. Et ils sont en revanche comme tout le monde dans leurs sentiments et leurs désirs. Et c'est plus compliqué. Donc elle devient effectivement accompagnante sexuelle. C'est une série qui fait vraiment réfléchir Stéphane Debac, parce que pour parler de la réalité, puisque ça nous amène à penser aux autres qui sont autour de nous, on se dit voilà, telle personne, on connaît tous une personne dans cette situation ou qui est handicapée, chacun voudra dire ce qu'il veut. Il n'existe pas de loi en France qui encadre le recours à un accompagnement sexuel pour une personne en situation de handicap. Sur le plan légal, l'assistance sexuelle est assimilée à de la prostitution dans la mesure où ce service reste tarifé. La loi condamne, elle, le proxénétisme, ce qui veut dire que le fait de vouloir aider une personne à aider une autre personne, donc à se prostituer, pour donner le gros titre, va faire qu'on tire profit. Et donc, depuis 2016, les clients qui ont recours à la prostitution sont punis par la loi. C'est quand même très compliqué. Donc un tiers, clairement, pour faire comprendre aux gens, une tierce personne qui va organiser une rencontre sexuelle pour une personne handicapée en institution ou même à domicile risque d'être accusé de proxénétisme. On sait qu'il y a des associations qui organisent ces rencontres, qui ne sont pas condamnées. C'est une série qui pourrait, pour vous, bousculer peut-être la loi ? Non. Alors, ça, c'est mon côté pessimiste, négatif, mais je ne crois pas en ça, hélas. C'est-à-dire que vous parliez de maison de retraite tout à l'heure. Le film aborde, même si ça reste de la comédie, par exemple, un sujet autour de comment on traite nos personnes âgées, etc. Je ne pense pas, même si ça amène le débat dans certaines émissions ou quoi, au moment de la promotion, que ça change quoi que ce soit. C'est un peu pareil pour cette série. Je pense que ça me permet d'évoquer le sujet, d'échanger, ça ouvre le débat, tant mieux. Mais hélas, j'ai le sentiment qu'il n'en reste pas grand-chose. Après, individuellement, les gens peuvent prendre conscience, en revanche, de ce que c'est que appréhender son intimité lorsqu'on est, je ne sais pas, handicapé, post-accidenté ou autre. Parce que la prostitution, c'est consommer un acte sexuel. Ce que proposent les accompagnantes, en Suisse notamment, où c'est légal, c'est pas une relation sexuelle tarifée. Ça peut être simplement aller à la redécouverte d'une forme de sensualité, de son corps. Se retrouver à nouveau peut-être désirable ou s'auto-désirer s'il s'agit d'accompagner une forme de masturbation, etc. Ce que je veux dire par là, c'est que c'est pas simplement assouvir une pulsion sexuelle. Ce serait résumer trop facilement le boulot de ces accompagnatrices. C'est pour ça que c'est... le comparer à de la prostitution, on est déjà dans le faux. Il ne s'agit pas de ça. En attendant, il y a certaines personnes en situation de handicap qui font quand même appel à des personnes prostituées. En 2005, sur plus de 1000 répondants à une étude anglaise, il y a 11,7% des hommes qui ont dit avoir recours à cela, moins d'1% des femmes. C'est édifiant de voir ces chiffres quand on sait que leur sexualité est finalement oublié, alors que l'OMS affirme que pour être en bonne santé, il faut avoir une vie sexuelle épanouie. On continue à parler, évidemment, avec vous dans un instant de cette série Extra. Et puis, bien sûr, on revient juste après le rappel des titres. Reste avec nous sur Radio J. Radio J. Cyrielle Sarah Cohen. Radio J. Vous écoutez Radio J à Paris sur 94.8 en DAB+, et sur notre appli Radio J. Radio J. – 15h30 sur Radio J. Bonjour et bienvenue. Tout de suite, le rappel des titres avec Ethan Beleich. Bonjour Ethanit. Bonjour Cyrielle, bonjour à tous. Tsahal rapatrie la brigade Kfir déployée dans le nord de la bande de Gaza après 64 jours de combat. Selon l'armée israélienne, la brigade a tué plus de 300 terroristes lors de ses opérations dans les villes de Beit Lahiya et de Beit Hanoun. Alors que les négociations pour la libération des otages se poursuivent, des familles de captifs saisissent la Cour suprême israélienne. 112 proches d'otages ont déposé ce matin une requête auprès de la juridiction contre le gouvernement israélien
israéliens qu'ils accusent de violer les lois fondamentales. L'État hébreu prolonge de 45 jours la fermeture des bureaux d'Al Jazeera en Judée-Samarie. Une annonce qui intervient quelques jours après que l'autorité palestinienne y a suspendu la diffusion de la chaîne qatari pour 4 mois. En France, les consultations autour du budget 2025 se poursuivent après le Modem et les socialistes hier, puis Édouard Philippe et des cadres de son parti Horizon dans la matinée. Mathieu Darnaud, président du groupe Les Républicains au Sénat, a été reçu à Bercy. Il a notamment évoqué la baisse des dépenses de l'État, la non-augmentation des impôts et la question de la sécurité. Les cérémonies d'hommage aux victimes des attentats de janvier 2015 se sont achevées à la mi-journée devant le magasin de l'Hypercacher de la Porte de Vincennes à Paris. Plutôt des proches des victimes et des personnalités dont Emmanuel Macron et François Hollande ont commémoré l'attaque du 7 janvier 2015 devant les anciens locaux de Charlie Hebdo. Enfin, Jean-Marie Le Pen, figure de l'extrême droite française, est mort à l'âge de 96 ans. Le Front National qu'il a fondé, devenu Rassemblement National depuis, a salué, je cite, un visionnaire qui aura imposé dans le débat public les grands sujets qui structurent aujourd'hui la vie politique française. À gauche, le fondateur de la France Insoumise, Jean-Luc Mélenchon, a lui appelé au respect de la dignité des morts qui n'efface pas le droit de juger. Et merci beaucoup Etani Belaïch. On vous retrouve à 16h pour le journal complet. Tout de suite une très courte pause et on poursuit notre émission avec l'acteur Stéphane Debac et mes chroniqueurs sur Radio J. Le Club Imo Radio J, Marc Ezrati. Radio J. Bonjour, c'est Marc Ezrati. Je vous donne rendez-vous tout à l'heure à 16h20 pour le Club Imo. Rejoignez-moi pour un tour de l'actualité de l'Imo, des analyses éclairées et les discussions passionnantes avec les meilleurs experts du secteur. Le Club Imo, c'est votre rendez-vous incontournable. À tout à l'heure, 16h20 sur Radio J. Radio J. Chaque semaine, et particulièrement en période de tension, l'hebdomadaire Actualité Juive va encore plus loin, avec des analyses et des informations fiables, précises, objectives sur Israël, le Moyen-Orient, la lutte contre l'antisémitisme et l'actualité politique en France. Actualité Juive, France, Israël, communauté, judaïsme, mémoire, société, culture. Abonnez-vous ou réabonnez-vous en formule papier ou digital sur le site actualitéjuive.com. Actualité Juive, l'hebdomadaire incontournable de la communauté. Radio J. Vous écoutez Radio J à Paris sur 94.8 en DAB+, et sur notre appli Radio J. Radio J. Radio J. Radio J. 15h-16h. Cyrielle Sarah Cohen. Du lundi au jeudi. Et de retour sur l'antenne de Radio J, merci de passer votre après-midi avec nous jusqu'à 16h avec mon invité aujourd'hui, l'acteur Stéphane Debac, à voir dans la série Extra, diffusée ce soir à 20h50 sur OCS, une série qui chamboule les codes, on se le disait un petit peu, à l'insu finalement de tous. L'actrice Catherine, qui est jouée par la personne dont on parlait tout à l'heure, l'actrice dont on parlait tout à l'heure, Catherine qui est donc le rôle principal, va alors décider de braver les interdits, devenir cette femme Cathy, assistante sexuelle pour personnes en situation de handicap. C'est une double vie qu'elle va finalement avoir, qui est assez galvanisante, qui lui permet de conquérir une place qu'elle ne s'est jamais autorisée, et elle va braver aussi les interdits et la loi pour aider les autres à trouver du plaisir, mais aussi découvrir son propre plaisir. Et cela m'interroge finalement, Stéphane Debac, sur le fait de penser que la sexualité est un plaisir égoïste qui se détache peut-être de tout, des responsabilités, de l'amour pour son cercle, ce qui amène peut-être certains à avoir leur jardin secret. Qu'en pensez-vous ? J'en pense que c'est extrêmement personnel, que c'est une tambouille intime, et que, en ce qui concerne le personnage de Catherine, je pense que c'est un cercle vertueux. C'est-à-dire que c'est l'occasion pour elle de déployer ses ailes et de s'assumer à nouveau en tant que femme, ce qu'elle avait peut-être un peu oublié, pour pas dire totalement perdu, avec son mari que je suis dans cette histoire, qui n'est pas très intéressé par tout cela. Donc elle passe de libido zéro à tout à coup une espèce une possibilité. Il y a peut-être l'interdit aussi qui nourrit l'excitation, et elle y donne du sens. Mais le sens qu'elle y donne, c'est aussi peut-être, ça lui permet d'assumer l'interdit, si vous voulez, en se disant je fais le bien. Bon, eh bien, donc je suis à moitié pardonnée. Un peu, parce qu'il y a quelque chose comme ça d'un peu moral chez Catherine aussi.
On parle de morale, c'est une série qui veut qu'à travers cette actrice et sa quête de plaisir, on parle aussi des injonctions qui enferment les individus dans leur statut. Et on découvre également des personnages avec peut-être un peu les pires facettes de l'âme. Ah bah c'est tout. Alors il y a Nicolas Lombreras qui joue mon beau-frère qui est extraordinaire parce que c'est le J.R. Ewing de la série, le mec. Ouais. Et il arrive un peu en loose au départ, on ne sait pas trop. Bon, mais moi c'est ce qui me plaît, c'est-à-dire que ce métier c'est rien d'autre que ça, c'est visiter un peu l'âme humaine, aller s'amuser et aller chercher. Je veux dire, Antoine, il est veule, il est lâche, il est égoïste, il est un peu aveugle. Et quand il se réveille, c'est trop tard. Donc c'est beaucoup plus drôle et beaucoup plus intéressant de visiter ces sentiments-là que de jouer le profil idéal. Bon, voilà, moi ça me plaît bien en tout cas. Je recommande à nos auditeurs de découvrir cette série extra. Après Intouchable ou encore un petit truc en plus, voilà, sur le sujet, on peut le découvrir. Première saison de 10 épisodes de 26 minutes, diffusion sur... Pardon, non, il y a quelque chose aussi, parce que je ne sais plus ce que vous disiez, mais j'y pensais, c'est que ce qui est intéressant dans cette série, c'est que tout à coup, si on propose le parcours d'un personnage féminin principal, et très souvent, on avait quand même, au cinéma, à la télévision, peu importe, eh bien, l'idée inverse, c'est-à-dire qu'on avait plutôt la jeune femme qui accompagne le rôle masculin principal. Donc, je trouve très rafraîchissant que les rôles s'inversent et que j'en fasse partie. C'est joliment dit. Petite seconde de féminisme. Non, féminisme, non, je ne suis pas féministe parce que j'aime pas comment dirais-je, ça serait une posture, c'est trop long à expliquer, mais voilà, je trouve que être acteur, avoir une caméra et un micro pour s'exprimer, c'est très tentant de se positionner du bon côté de la médaille et de dire à peu près ce qui convient d'être dit pour passer pour quelqu'un de tellement chic. Donc je rentre pas là-dedans. En revanche, voilà, je trouve ça super. Peut-être que c'est proposé d'avoir ce personnage féminin principal-là. Dès ce soir à 20h50, à raison de 2 épisodes par soirée disponibles à la demande, sera diffusé sur plusieurs jours. On poursuit cette émission avec à présent du théâtre sur Radio J. Au théâtre. Bonjour chère Hélène Kuttner, vous allez nous emmener au théâtre aujourd'hui et qu'il est bon de vous retrouver. Écoutez, avec plaisir. Bonjour Cyrielle, c'est un grand plaisir de vous retrouver dans cette émission théâtre. Cher Stéphane Debac, bonjour et bonne année à tous. Bonne année à vous. Et à toutes, voilà. Et pour vous Stéphane Debac, qui êtes un amoureux du théâtre et de l'éducation artistique, ça a frôlé mes petites oreilles et m'a réjoui. J'ai parlé d'un spectacle intime et précieux comme un bijou qui se joue en ce moment à la Piccola Scala, c'est au théâtre de la Scala dans le 10e arrondissement de Paris. Et il s'agit des Parallèles. C'est un texte d'un auteur qui s'appelle Alexandre Opeccini, je ne sais pas, c'est un Corse, je suppose, parce que ça a été monté en Corse et qu'il propose à 2 comédiens épatants qui s'appellent Marie-Pierre Nouveau et Benjamin Vangermé. C'est l'histoire de 2 jeunes célibataires que tout oppose, mais qui vont finir par se rencontrer aussi difficilement que des lignes parallèles qui, elles, ne se croisent jamais. Comme c'est souvent bien sûr le cas dans les rencontres amoureuses, Hélène. Exactement, Cyrielle, on le sait, parce que nous sommes sur le seuil d'une porte d'entrée d'un immeuble. La jeune femme, elle est le corps moulé dans une robe noire très saillante, elle est très belle, très sexy, déterminée, perchée sur des talons de conquérante. Et lui, au contraire, le jeune homme, il est plutôt petit, tétanisé de timidité, il fait des blagues, il semble en tout point mal à l'aise dans son corps et dans sa vie. En fait, ce sont d'anciens camarades de collège qui sont conviés à une crémaillère de relations communes. Sauf que le garçon trépigne, n'ose pas sonner, s'invente 1000 problèmes pour ne pas participer à la soirée, alors que la jeune femme, bienveillante, patiente, tente de comprendre comment fonctionne cette hurluberlu qui la fuit en l'attirant à elle. Et au fil d'une conversation décousue et un peu délirante, on se rendra compte que le garçon timide, qui vient de se faire plaquer et qui a perdu son travail, bien entendu, est aussi solitaire et angoissé que la jeune femme triomphante qui enchaîne les speed dating et parle crûment d'amour et de sexe. Et la réussite de ce spectacle vient justement de cette manière qu'a l'auteur de confronter 2 célibataires urbains, leur maladresse à tisser des liens, à lâcher prise pour laisser place à la sincérité et à l'ouverture à l'autre. Est-ce que justement, Hélène Kuttner, la pièce ne parlerait pas de la difficulté des rencontres pour les jeunes gens, malgré cet usage que l'on connaît des réseaux sociaux et des sites de rencontres
assez compliqués dans la vie. Bah oui, c'est ça, Cyrielle, parce qu'en fait, elle et lui sont le pur produit de leur époque. Ils sont libres, ils travaillent, ils naviguent sur les réseaux sociaux, mais ils semblent tellement dépendants des cadres, des modèles qui imposent des clichés, que l'un et l'autre, l'introverti tétanisé et l'extraverti assumé, restent prisonniers de leurs angoisses et de leurs peurs. Et c'est au fil de cette histoire, après une parenthèse enchantée, romantique, je ne vais pas vous raconter où ça va, mais que chacun lâchera ses peurs et qu'ils finiront par se retrouver. Les deux comédiens qui incarnent ces deux personnages sont étonnants. Marie-Pierre Nouveau, c'est une jeune femme sensuelle, douce, capable d'une vraie crudité dans le vocabulaire. Et à l'inverse, Benjamin Vangermet est un acteur énergique, sensible. Il sort du conservatoire, qui navigue entre dépression et excitation. Et il a même des solos dansés à la Michael Jackson. Il est tout à fait surprenant. Ils sont éclairés par une lumière chaude. Il n'y a pas un seul... il y a juste un banc, de manière à partager entre la scène et la salle une intimité chaleureuse et familière. C'est un très beau spectacle pour débuter l'année. Et finalement, entre ces deux personnages, drôles et cocasses, le spectateur retrouve un peu de ce qui constitue nos existences, c'est-à-dire notre désir de découverte et nos peurs qui nous paralysent bien souvent. Merci beaucoup Hélène Kuttner. Les parallèles, c'est à la Scala jusqu'au 27 mars. L'occasion pour moi de vous demander, Stéphane Deback, si vous aimeriez revenir au théâtre, parce qu'il y a eu du théâtre dans votre vie, vous avez notamment été metteur en scène. Oui, alors j'ai mis en scène des copains, c'est presque des accidents de parcours où on se rend service entre nous. Il y a eu Delphine Baril, il y a eu Arsène Mosca, il y a plus longtemps que ça, etc. Mais c'est revenir au théâtre, oui, mais c'est très angoissant pour moi. Alors je ne sais pas. Pourquoi angoissant ? Parce que si vous voulez, le théâtre, alors moi, je parle pour moi bien sûr, je vais y penser du lever le matin jusqu'au lever de rideau le soir. Oui. Donc c'est très anxiogène. Et je vais prier toute la journée pour que le théâtre, je ne sais pas, qu'il y ait une inondation, que la scène s'effondre, qu'il y ait n'importe quoi. Et qu'on m'appelle pour me dire on joue pas ce soir. Je fais, ouais. Alors beaucoup d'acteurs ont ce sentiment-là, mais chez moi c'est quand même très présent. prenant. Voilà. Très présent. Donc à part un texte qui emporterait tout et un projet où je me dis chouette, qui balayerait cette angoisse, voilà, peut-être, je ne sais pas. Allez, tout de suite, on va faire le billet du jour avec Félix Saada. Le billet du jour. Bonjour, cher Félix. Bonjour. Bonjour à vous. Bonjour Stéphane Deback. Salut Félix. Enchanté, ravi de vous rencontrer. Alors je vous avoue qu'avant d'écrire cette chronique, je ne vous connaissais pas. Alors j'ai tapé votre nom sur Google et Google ne vous connaît pas non plus. Ah bon ? Enfin, C'est faux. Si, mais apparemment vous êtes plombier, c'est ça ? C'est pas ça. Vous êtes je sais pas. vous êtes un acteur génial, Stéphane. C'est ça votre force. Vous êtes un acteur rare, une pépite bien cachée, et on l'a trouvé aujourd'hui sur Radio J. Alors merci d'être là. En revanche, ma copine vous connaît parce que vous avez récemment joué dans la série Les Bracelets Rouges, diffusée sur TF1 tous les lundis soirs. Et oui, ma copine fête ses 83 ans cette année. Ouais, on l'embrasse. J'adore cette série. On l'embrasse. Gros bisous, je sais qu'elle nous écoute de son EHPAD. Alors rassurez-vous, elle va très bien. Je suis allé la voir la semaine dernière. D'ailleurs, quand je lui ai dit que j'allais vous rencontrer, elle s'est fait pipi dessus. Trop d'émotions. Trop d'émotions. Gustan, une petite compote, probablement. Bah, Andros. Bien sûr. Attention, pas de marque. Petit point carrière avec vous, Stéphane. En 2011, vous êtes passé dans l'émission On n'est pas couché de Laurent Ruquier. Ah oui, Ouais. exact. Et d'après une source anonyme de France Télévisions, on m'a confié que quand vous êtes arrivé à l'écran, eh bien, tous les téléspectateurs sont partis se coucher, en fait. C'est possible, je ne sais Même pas, Laurent j'ai pas les Ruquier. chiffres. J'ai envie de dire à tort ou à raison. Oui. Non, plus sérieusement, vous étiez quand même sur le plateau avec Laurent Ruquier, Caterina Molino, Éric Zemmour, Éric Nolot. Et maintenant, vous êtes à notre table. Alors, merci. C'est vraiment... Non, merci. C'est vrai. C'est vraiment un honneur de vous recevoir. Comme quoi, dans une carrière, il y a des hauts et des bas et on les assume. Voilà. Et si je suis haut ou je suis bas là ? Bah là, ça fait Très 13 ans de bas. Donc, faudrait peut-être remonter la pente, Stéphane. D'accord. C'est que de l'amour. Gros bisous. J'essaierai. Merci, cœur avec les doigts. Tout ça. Cœur avec le doigt. En tout cas, aujourd'hui, le 7 janvier, sort la série Extra sur OCS, dont vous tenez un des rôles principaux. Bravo, ça me fait vraiment plaisir pour vous. Vous avez enfin un rôle principal sur une chaîne française qu'absolument personne ne regarde en fait. Voilà, ça c'est du good job, Steph. Alors en plus, je suis mauvaise langue parce que j'ai vu la bande-annonce et ça me donne plutôt bien envie de regarder. Le synopsis est déjà prometteur, donc je le rappelle, même si Cyrielle l'a bien fait, mais vous jouez le mari de Catherine, mère de famille et chef d'une chorale inclusive. Un jour, son existence bascule lorsqu'elle surprend une de ses choristes en fauteuil roulant en pleine ébat sexuelle avec quelqu'un d'autre. Alors Catherine décide de braver les interdits et devient Cathy, assistante sexuelle pour personnes en situation de handicap. Waouh, la claque!
La Claque, c'est une série qui arrive tout juste après le gros succès de Un petit truc en plus, le film d'Artus. Alors, sachez à tous et à toutes que moi aussi, je sors mon propre film l'année prochaine. Le synopsis, c'est Félix, un jeune humoriste qui fait rire personne, jusqu'au jour où il fait rire une personne en situation de handicap, et là, sa carrière prend une toute autre tournure. Et comme vous me le demandez pas, la date de sortie, c'est courant 2026. Voilà. Restez branchés sur Instagram, Félix Saada, S-A-A-D-A, on fait sa promotion. Alors, petit point actu en lien avec vous, Stéphane. Aujourd'hui, on commémore les 10 ans de l'attentat contre Charlie Hebdo. Ah, l'enchaînement, il est sec chez vous. D'accord, ouais, ok. Ouais. Il est sec. Mais il y a un numéro spécial qui est sorti qui rappelle l'importance de la liberté d'expression. Du coup, j'ai 2-3 questions très rapides pour vous. Grantin, en tant qu'acteur, comment percevez-vous l'évolution de la satire et de la liberté artistique depuis cet événement? Grand 2, pourquoi? Puis exprimez-le avec un minimum de 10 000 mots. On vous écoute. Je rigole, Stéphane, vous n'êtes pas obligé de répondre. Ah non, j'aurais pu. Vous aurez pu, okay. Allez-y. Non, je pense que la liberté d'expression, elle a changé. Alors, je ne sais pas si elle a évolué ou changé. On peut aujourd'hui moins s'amuser avec certains sujets. C'est indéniable. Alors, pour certains sujets, c'est pas très grave parce qu'ils sont plutôt inoffensifs. Pour d'autres, je trouve ça très fâcheux parce qu'il y a des mots qu'on n'ose plus prononcer. Et c'est le début d'un sacré danger, voilà. Donc, sur vous, je peux y aller moi, vous êtes offensif, inoffensif moi, inoffensif? Ouais, ou offensif. Non, peut-être. À quel niveau? C'est de l'impro. Je sais pas où ça va, cette impro. Ok, on s'arrête là et vous avez gagné. Bravo, c'était super. Et je continue, j'ai pas fini, Stéphane. Ah, pardon, merde. Parce que voilà, je vous taquine. Il y en a un peu plus. Un petit truc en plus. On est comme chez le boucher, il y en a un peu plus. Allez-y. Alors, non, mais en vérité, parce que je vous taquine, mais je vous respecte énormément. Parce que vivre de sa passion depuis 20 ans, bah, c'est un exploit. 30 ans? Ouais. Waouh. Bravo. Ouais, je sais. Il faut en faire autant, Félix. Il faut en faire autant. Parce que moi, tous les jours, je sers des cafés latte dans un coffee shop, tel un jeune bobo parisien, en espérant recevoir un pourboire pour subvenir à mes besoins. Donc bravo, Stéphane. C'est gentil. Et promis, après cette chronique, je vais enfin chercher OCS sur ma télé. Et si je la trouve, bah, je vous regarderai. Et si je la trouve pas, bah, je vous regarderai quand même dans Les Bracelets Rouges sur TF1 avec ma copine dans son EHPAD. Merci beaucoup, Félix Saada, c'est gentil. Bravo. Merci pour cette chronique. On se donne rendez-vous la semaine prochaine. Tout de suite, c'est l'introspection sur Radio J. L'introspection. Stéphane Debac, j'aime beaucoup cette phrase d'Oscar Wilde que nous allons découvrir ensemble, qui s'intitule, qui se dit « Parfois nous pouvons passer des années sans vivre du tout et tout à coup, notre vie entière est concentrée dans un seul instant. On va essayer de faire ça maintenant avec 3 phrases ou quelques-unes de plus pour avoir un sentiment, une pensée, une anecdote personnelle, vous nous le direz. La première. Parfois, on donne plus de place aux défunts qu'aux vivants. Qu'en pensez-vous? Je pense que j'ai la chance de ne pas avoir connu la mort. Voilà. Alors j'ignore si c'est une chance ou une malchance parce que à 51 ans, le jour où ça va me tomber sur la gueule, ça risque d'être plus rude. Mais je n'ai jamais été endeuillé. Voilà. Mes grands-parents sont morts, mais je les ai pas connus, etc. Voilà. Autour de moi, je n'ai pas de... Voilà. Donc, je ne suis pas dans la mémoire ou le culte des morts, si ce n'est quelques idoles disparues. Mais ça, c'est autre chose. En revanche, j'ai, comme plein de gens, très peur de perdre ceux avec lesquels je vis, mes proches, les gens que j'aime. Donc, ça nourrit l'idée de profiter de ce moment où nous sommes en vie ensemble. Est-ce Voilà. que vous pensez... J'ai bien répondu à votre question. C'est votre réponse, elle est très honnête et elle est très jolie à écouter. Est-ce que vous pensez que le sentiment, c'est un jugement? Le sentiment est un jugement? Non. Non, un jugement, on juge si on est dans la cérébralité, dans l'analyse. Porter un jugement, c'est déjà dresser un constat pour juger. Le sentiment, ça n'a rien à voir. Le sentiment, c'est quelque chose qu'on appréhende au moment où il se présente à vous. Donc, c'est pas quelque chose que vous maîtrisez. On dit tomber amoureux, c'est pas pour rien. On tombe souvent amoureux avant de connaître la personne. Après, on s'aperçoit que merde, ça matche pas, ça va pas. On n'est pas, mais je suis tombé amoureux, comment je fais? Donc, non. Aide-toi et le ciel t'aidera. Alors là, on bascule dans la croyance. J'ai eu ma période mystique. Moi, j'ai eu une éducation, école privée, catho, du début à la fin. Pour autant, je ne suis pas baptisé, rien du tout. J'ai pas choisi d'adhérer à un club quel qu'il soit, mais aide-toi, le ciel t'aidera. Non, le ciel, je pense que s'il y a un Dieu, il dort, il est assoupi depuis un long moment, donc non.
Aidons-nous. Comment il s'appelle ce chanteur vivant pour le coup? Aidons-nous vivants. Aidons-nous vivants, voilà. Aidons-nous vivants, faisons ça. oui. Aidons-nous vivants. Non mais François Valéry. si, François Valéry, évidemment, Ouais. évidemment. Non, voilà. Une autre phrase, seul on va plus vite, ensemble on va plus loin. Alors, je ne sais pas. Pardon, je ne sais pas. En revanche, ce que je sais, c'est qu'on n'arrive nulle part tout seul. Ça, j'en suis convaincu. Ça ne veut pas dire qu'on y arrive ensemble, mais en tout cas, on n'arrive nulle part tout seul. Voilà, donc se sentir... je pense que particulièrement dans mon métier, c'est tenter de cultiver une âme de mercenaire, c'est totalement illusoire. Ce qui compte, ce n'est pas l'arrivée, c'est la quête. Ah ça, je suis pas d'accord avec ça. Non. C'est vrai? C'est des trucs, c'est un peu l'argent ne fait pas le bonheur, tous ces Ouais. trucs-là. Non, ça m'ennuie. Non. C'est-à-dire que si l'argent fait le bonheur, alors l'argent vous apporte pas de soutien, d'affection, d'amour, etc. naturellement. Mais enfin, aller dire ça à des gens qui vont bouffer avec des bons d'achat alimentaires ou quoi, et qui n'arrivent pas à offrir ce qu'ils souhaitent à leurs enfants à Noël ou à se saper correctement, etc. Non. Et c'était quoi votre maxime, pardonnez-moi? L'idée, c'est plus de se dire, ce qui importe, c'est pas vraiment la destination, c'est le chemin. Oui, j'entends bien le voyage, tout ça. Écoutez, moi, si... Oui, si vous avez raison. Vous avez raison parce que si je prends mon cas personnel, je n'ai pas de but. C'est ce que j'allais vous dire, Donc, parce que vous nous avez dit, je moi, n'ai pas l'ambition, d'objectif. finalement, j'ai pas l'objectif du rôle. Ce qui m'intéresse, c'est le rôle. Vous voyez? C'est le jouer, c'est les propositions. Ce qui m'intéresse, c'est la surprise. C'est ça. Entretenir ma capacité à À être surpris par la proposition. Ouais, être surpris par ce Ouais. que je vais jouer. Mmh. C'est-à-dire qu'à chaque rôle, je me disais, ah bah tiens, je ne pensais pas que j'allais traverser ça ou rencontrer tel metteur en scène, telle personne, etc. Donc c'est plus ça, entretenir ma capacité. Est-ce que vous à être avez une philosophie de vie qui vous accompagne, Stéphane Debac? Non. Une citation, quelque chose que quelqu'un vous a dit, qui est dans votre cœur, où vous vous dites, peut-être dans ce livre dont vous nous avez parlé, que vous avez reçu à vos 15 ans. Ah oui. Non. Non. En revanche, souvent, alors si c'est par rapport à mon métier, par exemple, souvent les acteurs vous parlent de sincérité. Voilà, la sincérité, d'être sincère dans le jeu, dans le personnage, etc. D'aimer les rôles qu'on joue. Alors moi, je suis navré, mais je n'aime pas tous les rôles que je joue. J'ai joué beaucoup de connards et je ne suis pas fasciné par leur personnalité, mais pour autant, je les joue. Alors je préfère parler d'honnêteté de travail plutôt que de sincérité. Parce que le boulot, c'est pas de se faire mal ou de vivre le sentiment du personnage. Le boulot, c'est de faire passer aux gens qui regardent, aux spectateurs. Et c'est pas la même chose. Vous pouvez avoir joué une scène dramatique où vous perdez un proche et tout à coup être démoli réellement sur le plateau et faire pleurer tous les techniciens. Il n'est pas dit que assis dans la salle de cinéma, les gens recevront cette émotion-là. Donc c'est pas la même démarche que de vouloir faire passer une émotion. Je sais pas pourquoi je vous raconte ça, mais voilà. Allez, bisous. C'est dit en tout cas. Merci Stéphane Debac. Non, mais Avec plaisir. vous êtes très intéressant. Vraiment. Tout de suite, c'est votre portrait d'ailleurs. Ah bah allez. Le portrait psychologique. Radio J. Comme toujours à la fin de cette émission, on a pour habitude de débriefer ces minutes que nous avons passées ensemble. Et donc tout de suite, c'est votre portrait vu par Christian Richomme. Bonjour Christian. Bonjour Cyrielle, bonjour Stéphane. Bonjour Christian. Tous mes vœux à tout le monde pour cette nouvelle Pareillement, année. Je partagez. souhaite d'excellentes choses. Eh bien, merci beaucoup. Vous avez écouté attentivement cette émission, Stéphane. Qu'est-ce qu'il en ressort pour vous? Alors pour cette chronique, j'ai voulu établir un lien entre le cinéma que vous aimez et la réflexion psychologique. Alors rassurez-vous, je ne suis pas ici pour jouer les inspecteurs Colombo. Mais permettez-moi de m'inspirer d'une de ces répliques célèbres. C'est fou ce qu'un détail peut avoir son importance quand on s'y attache. J'adore Colombo et j'adore les détails. À votre avis, c'est précisément à partir de ces détails que je vais vous proposer d'explorer ensemble la psychologie d'un acteur fascinant, Stéphane Debac. On va peut-être utiliser une forme impersonnelle parce que quand on vous demande vos qualités, vous nous donnez vos défauts. Alors je vais m'en charger. À vous entendre et au regard de votre parcours, on peut inclure dans votre profil psychologique de la passion et de la détermination. Votre engagement précoce dans le théâtre et votre décision d'aménager à Paris pour poursuivre votre carrière témoignent d'une passion profonde
d'une détermination à réussir dans le milieu artistique. On y voit aussi de la créativité et de la polyvalence. Votre capacité à écrire et interpréter vos propres textes, ainsi que votre participation dans divers genres cinématographiques et télévisuels, reflète une créativité riche et une grande adaptabilité. De la résilience et de la persévérance. Le parcours d'un acteur est souvent semé d'embûches. La continuité de votre carrière suggère une résilience face aux défis et une persévérance à toute épreuve. De l'ouverture d'esprit et de la curiosité. Votre participation à un film coréen dès le début de votre carrière indique une ouverture aux expériences culturelles variées et une curiosité pour des projets internationaux. Et de la capacité d'adaptation. Votre alternance entre théâtre, télévision et cinéma démontre une flexibilité et une capacité à s'adapter à différents environnements artistiques. Ces traits suggèrent un individu profondément engagé dans son art, doté d'une forte créativité et d'une capacité à surmonter les obstacles pour atteindre ses objectifs professionnels. En se basant sur vos interventions, plusieurs mécanismes psychiques peuvent être associés à votre profil. C'est là que ça se corse. La sublimation. Votre engagement dans le théâtre, l'écriture des textes et l'interprétation des personnages variés peuvent être interprétés comme une sublimation. Cela permettrait d'exprimer des pulsions ou des conflits internes à travers un moyen artistique et créatif. La recherche du regard de l'autre. Parce qu'on est toujours là, en quête de la validation à travers le public, ses critiques ou les pairs. La compensation. Parce qu'on joue des rôles de façon à compenser et de renforcer notre sentiment de valeur personnelle. Une identification projective. Parce qu'on dit souvent que le métier d'acteur, c'est vivre par procuration. Le besoin d'extérioriser l'imaginaire pour exprimer des pulsions créatives qui émergent des conflits internes ou des besoins inconscients de transformation. Et l'épreuve de la réalité. En fait, selon Jung, vous pourrez avoir un profil de logisticien, analyste, réfléchi, curieux, fasciné des structures et des concepts. Ou un profil de stratège, visionnaire, déterminé, stratégique. Alors pour faire écho à cette séance et à ce moment passé ensemble, je vais utiliser une citation suisse d'Éric Frédéric Amiel, philosophe et écrivain, qui dit « L'art de la vie consiste à faire un équilibre entre lâcher prise et s'accrocher. » Merci beaucoup, cher Christian Richomme, pour ce portrait très intéressant sur l'antenne de Radio J. Radio J. Merci Christian Richomme, notre psychanalyste, auteur et thérapeute à Paris, que l'on peut retrouver dans le 16e et sur richomme-psy.fr. Et aujourd'hui, et puis tous les jeudis sur Radio J. C'est la fin de cette émission. Avec vous, Stéphane Debac, merci beaucoup d'être venu nous voir pour parler de votre série Extra, diffusée ce soir à 20h50 sur OCS. Merci pour cet échange. Merci à vous. Un merci petit mot de la fin qui vous revient avec grand plaisir. À la réalisation audio et vidéo, Benjamin Arnaud et Ethan Anoukaïev. Merci à toutes et à tous de nous avoir suivis. Évidemment, on se donne rendez-vous sur les réseaux radioj.fr, YouTube, Instagram et toutes les plateformes de streaming. Demain, rendez-vous à 15h avec le chanteur Old Delave pour son nouvel album. En attendant, c'est la suite de votre journée avec le Club Imo présenté par Marc Ezrati. Mais tout de suite, le journal sur Radio J.